Affaires en cours à présent avec vous, Marie Sorbier. Bonsoir. Bonsoir Arnaud. Ce soir, une question de société, mais de qui parle-t-on quand on dit « nous » ? Aller à la recherche de l'intérêt commun. Il y a des guillemets autour de cette phrase. C'est un vœu pieux largement souhaité. Et ce vœu pieux sous-entend une vision partagée de ce qui nous lie, de nos valeurs et de notre histoire. Les nombreux débats de société dévoilent pourtant une société française fracturée. Et ce « nous » que l'on emploie pour faire corps, pour sentir la force du collectif, ne couvre pas la même périphérie dans toutes les bouches. Je suis allée demander à Ouria Bouteldja qu'elle nous explique de qui elle parle quand elle dit « nous ». Ouria Bouteldja, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militante décoloniale et essayiste. Qui représente le « nous » que vous appelez de vos vœux ? Alors c'est un nous politique qui serait pour moi une collectivité à construire dans le but de transformer les rapports de force dans le sens des intérêts des classes populaires. Alors c'est un nous politique mais pas uniquement politique. Il me semble que dans votre essai c'est aussi un nous social que vous appelez de vos vœux. Alors, ce nous est nécessairement social puisqu'en fait, il part de l'idée qu'il y a des classes populaires qui sont divisées. Là, en l'occurrence, je m'intéresse à deux groupes sociaux très particuliers, à savoir les classes populaires blanches, celles qui, en partie, sont attirées par l'extrême droite ou sont résignées dans le champ politique, même si une partie de ces classes populaires blanches reste encore acquise à la gauche ou à l'AFI, par exemple. Et je m'intéresse à un autre bloc qui est celui des quartiers populaires et plus exactement des non-blancs. Voilà, des populations qui viennent de l'histoire coloniale ou plus anciennement de l'histoire de l'esclavage et qui vivent en France sous le régime de ce que nous appelons le racisme structurel. Et donc vous tentez de rassembler ces deux blocs et de faire nous ? Alors d'abord, je constate que ces deux blocs ne sont pas unis, alors qu'ils ont objectivement des intérêts communs, puisqu'en fait, ils font partie du prolétariat, tout simplement. Ils ont des intérêts communs, mais il est un fait que je constate, que tout le monde constate, qui est que ces deux catégories de la population ne sont pas unies dans les luttes politiques et ne forment pas ce bloc que l'on attend pour renverser les rapports de force et pour plus de justice sociale, tout simplement. Bon. Alors, ils ne sont pas unis, on l'a constaté, notamment lors des Gilets jaunes. Ça, c'est un constat qui a été général, hein, tout le monde a pu le voir. On s'est posé la question, les grands observateurs, les médias, les militants politiques se sont interrogés sur l'absence des quartiers populaires. Ça, c'est un fait. Plus tard, l'année dernière, lors des élections présidentielles, on a fait le constat inverse, à savoir que les quartiers populaires sont sortis et pour la première fois ont pris le chemin des urnes pour aller voter Mélenchon de manière assez conséquente, je dirais pas massive, mais assez conséquente, donc ça a été un événement politique, alors que une grande partie de ceux qui formaient les grands bataillons des Gilets jaunes, soit continuent de s'abstenir, soit vont vers l'extrême droite. Voilà. Et là, on voit bien que là aussi, il y a une division électorale. Et c'est important pour moi, qui suis militant politique, qui souhaite cette convergence, de réfléchir aux conditions. D'abord de la séparation, enfin les raisons de la séparation, de la division, et les conditions d'une convergence possible. Alors justement, dans votre dernier ouvrage, pour vous aider à penser, vous vous appuyez beaucoup sur la pensée d'Antonio Gramsci. Qu'est-ce qu'il vous apporte, Gramsci ? Un fameux concept, celui d'état intégral. Je l'ai rencontré par hasard, en fait, parce que Éric Hazan, des éditions La Fabrique, me demande, il y a 2 ans, d'écrire un livre sur le racisme structurel, qui est effectivement un grand sujet des militants décoloniaux et du Parti des indigènes de la République auquel j'appartenais. Et il me dit, bon voilà, ça serait bien d'écrire un livre là-dessus, c'est quelque chose qui manque dans le paysage éditorial. Et j'ai trouvé évidemment que c'était une bonne idée, mais je ne sais pas comment l'appréhender. Et puis je tombe par hasard sur un texte de Gramsci qui parle de ce concept d'état intégral et sa définition. Alors sa définition, qu'est-ce que l'état intégral ? Pour Gramsci, l'état intégral n'est jamais à appréhender seulement sous sa dimension institutionnelle. L'état, ça n'est pas que l'État, ses institutions, son armée, sa police, son administration. L'État dominé par la bourgeoisie ne fonctionne que parce qu'il y a une alliance objective entre l'État, la société politique et la société civile. Et pour Gramsci, l'État intégral, c'est ça. Si la bourgeoisie continue de dominer, c'est parce qu'elle a reçu le consentement à la fois des organisations politiques, même celles qui représentent l'opposition de classe, c'est-à-dire la gauche et l'extrême gauche, et le Parti communiste en particulier, et les syndicats, mais également le consentement de la société civile. Alors moi, je pars de cette idée
d'État intégral. Et je la pense à partir du prisme de la race. Et c'est la raison pour laquelle je consacre toute la première partie du livre à cette idée d'État racial intégral. Alors pourquoi il y a racisme systémique? Pourquoi il y a racisme structurel? Parce que le racisme est aussi le produit d'un consentement et de la société civile et de la société politique et évidemment des instances de pouvoir et je dirais de manière globale des classes dirigeantes. Une des phrases de Gramsci que l'on cite souvent, et vous la citez vous aussi dans votre ouvrage, « Je suis pessimiste par l'intelligence mais optimiste par la volonté ». Est-ce que vous pensez qu'il faut toucher le fond pour voir l'espoir renaître ? Il faut aller au fond et je dirais il ne faut pas avoir peur de la radicalité. Je pense que le monde dans lequel on vit, les politiques de destruction du vivant sont radicales. Et en face de cette radicalité, il faut opposer une autre radicalité. Et nécessairement, ça repose sur à la fois des analyses politiques qui pensent la question de l'État, qui pensent la question du capitalisme, qui pensent la question du racisme et de la division internationale du travail, parce qu'en fait, c'est de ça dont il est question ici, puisqu'en fait, dans notre réflexion, on ne pense pas la France isolée du reste du monde. On pense la France, l'État français, dans son rapport au monde, qui est un rapport de type impérialiste. Voilà. Donc oui, il faut penser les choses de manière radicale, il ne faut pas en avoir peur, il faut savoir se positionner face à cette autre radicalité qui, elle, détruit le vivant et le monde, en fait. Beauf et barbare, le pari du nous, c'est le titre de votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions La Fabrique. Merci beaucoup, Horia Boutelja. Et merci à vous Marie Sorbier.